De Manolito a Manu. Autobiographie de Manuel Peñarroya. 8e partie. Dans cette 8e partie, je parlerai de mon implication très importante et quasi permanente dans le tennis de table à Cestas, que j'avais rejoint en 1988. J'évoquerai également les voyages intercontinentaux au Canada, aux États-Unis et en Thaïlande. Au mois de mars, juste avant la dernière journée de championnat, Nicolas Chatelain, qualifié au JO, et Christophe Legout, Oscar du Sud-Ouest, étaient honorés à la mairie de Cestas en recevant la médaille de la ville. Le soir même, le SAGC-TT, avec Nicolas Chatelain, Christophe Legout, Laurent Boudat et Alexandre Chemin, s'imposait 6-2, pour la petite histoire, face à Chalon-sur-Marne. Ce succès envoyait l'équipe cestadaise en super finale. Dans le même temps, Nicolas Chatelain et Chris avaient été sélectionnés en équipe de France pour disputer les championnats d'Europe. Pour notre 4e saison de participation au championnat par équipe de tennis de table au plus haut niveau, nous avions disputé fin avril la super finale à Saint-Quentin, dans la Picardie. C'était la nouvelle formule de ce championnat de France par équipe appliquée depuis cette saison. Nous étions partis avec un bus de la mairie rempli de supporters. En finale, nous avions trouvé face à nous le Valois avec Jacques Secrétin, Chuen Tsung-Lu, Didier Maumessin et Jean-Philippe Gatien, blessés et qui n'auraient pas dû être sur la feuille de match. C'était une astuce des Franciliens, car s'ils avaient aligné à sa place un remplaçant moins fort, compte tenu des règlements, l'ordre des parties aurait été différent, car Jean-Philippe Gatien était numéro 1 et donc aligné comme tel sur la feuille de match. Même avec cette duperie, entre guillemets, nous avions fait trembler les futurs champions. Christophe Legout, face à Lo Chuensong, était passé à 2 doigts de la victoire. De notre côté, le jeune Belge Philippe Sève, qui menait une manche à 0 face à Didier Maumessin, s'était amusé à jouer en balle haute et avait fâcheusement perdu de justesse les 2 manches suivantes. Malgré la défaite par 5-3, le SAGC-TT devenait vice-champion de France pour la première fois de son histoire. Lors de l'Assemblée générale du club, le 12 juin 1992, j'avais remis les médailles d'argent de vice-champion de France offertes par la FFTT aux 2 joueurs remplaçants de l'équipe de Superdivision, Alexandre Chemin et Thomas Castagnera, non présentés en Picardie lors de la finale face à Levallois, mais qui avaient eu à disputer des rencontres très difficiles. À la SP, j'avais posé des jours de congé et avec mon épouse Edith, nous avions décidé d'aller passer 2 semaines à Barcelone pour suivre ces Jeux Olympiques d'été et encourager notre joueur cestadais Nicolas Chatelain. Grâce à mes bonnes relations avec le DTN de la FFTT, M. Michel Gadal, j'avais réussi à acheter depuis la France des places pour les compétitions de tennis de table. De notre côté, par l'intermédiaire de M. Christian Cormouls-Oules, notre partenaire à Campanile de Cestas, nous avions obtenu des chambres à moitié prix dans l'hôtel Campanile de Sabadell, qui avait été inauguré pour l'occasion et qui était situé à environ 30 km des sites olympiques. J'avais profité de ce séjour dans la capitale de la Catalogne pour faire découvrir à mon épouse les divers endroits que je connaissais comme ma poche où j'avais vécu entre 1948 et 1949. À l'automne, en Coupe d'Europe, nous avions été exemptés du premier tour. Mais il avait fallu se déplacer au fin fond de l'Ukraine pour affronter Kharkov. C'était un voyage mémorable. Départ de Bordeaux en avion jusqu'à Paris, Vienne, puis Kiev, où nous attendait notre escorteur, entre guillemets, qui ne nous lâchera pas d'une semelle. D'ailleurs, on a rigolé entre nous avec les joueurs et nous l'avions baptisé l'œil de Moscou. Notre guide nous avait fait visiter Kiev et nous avait indiqué que nous allions partir pour Kharkov avec le train de nuit pour un voyage dont la durée était de 10 heures. Dehors, il faisait très froid et malheureusement, le train n'était pas bien chauffé. Autre anecdote, il était difficile de se placer dans ce train car à chaque entrée de wagon, il y avait une personne qui surveillait le passage. Compliqué, même pour aller aux toilettes. Enfin, nous étions arrivés, Christophe Legout, Nicolas Chatelain, Philippe Sève, Laurent Boudat et moi. Nous avions été transférés au centre régional sportif
où se trouvait la salle pour le match et également les chambres. Le directeur du centre attribua une chambre pour chaque joueur et pour moi, ce fut un immense appartement où nous aurions pu tous être logés. D'ailleurs, j'avais proposé à Christophe de venir dans mon appartement, mais cela n'avait pas plu au directeur. Christophe, qui avait pris froid dans le train, se plaignait d'un gros torticolis. Il fut pris en main par une kiné du centre qui lui soulagea sa douleur. Au niveau sportif, nous avions gagné facilement le match par 4-0. Le retour avait failli tourner au cauchemar. Il avait fallu partir en bus et nous étions tous retrouvés dans un véhicule bondé de passagers dont certains allaient au marché vendre leurs animaux. Il y avait une paysanne locale qui transportait des petits cochons dans des grands paniers. Nous étions debout et serrés comme des sardines. Nicolas avait eu son sac de sport piétiné. Il en avait même perdu sa montre. Au bout d'un moment, nous en avions eu marre et étions descendus de ce bus et nous étions partis à pied et à faire du stop. Heureusement que nous avions quelques roubles et avions tant bien que mal réussi à rejoindre l'aéroport de Kiev. C'est un voyage que nous n'oublierons jamais. Lors de la promotion de janvier 1993, j'avais été distingué par le ministère des Sports qui m'avait attribué la médaille de bronze de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif. Cette distinction était une reconnaissance d'une partie de mon engagement et de mes actions de bénévolat au sein de la Pétanque République, de la SNEGMA, de la SEP et du SAG Cestas. Nicolas Chatelain et Christ avaient été sélectionnés en équipe de France pour disputer les championnats du monde organisés à Göteborg en Suède. À l'arrivée des beaux jours, nous avions l'habitude avec mon épouse et des amis d'effectuer des randonnées en montagne. C'était dans les Pyrénées, soit du côté français, soit du côté espagnol. C'est au mois de mai 1993 que lors d'une de ces sorties, j'avais fait un léger malaise cardiaque. Plus de peur que de mal, mais depuis cette époque, je suis suivi et traité en conséquence par un cardiologue. C'est à la même période que j'avais quitté le syndicat CFDT. Les nouvelles orientations anarcho-syndicalistes de la section ne me plaisaient pas du tout. Au début du mois de juin, nous avions organisé à Cestas les championnats de France corporatifs de tennis de table. C'était les 4, 5 et 6 juin, et nous avions été épaulés par mes amis de la SEP et d'autres venus nous rejoindre comme l'ASPOM, la VIA, la Banque de France, la BNP, le CAPE, Dassault et Ford. Nous avions eu également l'appui de la Ligue d'Aquitaine et du comité de la Gironde de tennis de table, et surtout de la ville de Cestas. Nous avions tout organisé sur le complexe sportif de Bouzé. Nous avions à disposition des salles d'entraînement et des salles de compétition, les navettes de transport avec les minibus municipaux et la restauration sur place. Ce fut une organisation tellement réussie que 10 ans plus tard, le SAGCTT s'y replongera et que pendant de nombreuses années, on en reparlait dans tout l'Hexagone, lors de chaque championnat de France corporatif devenu sport dans l'entreprise. D'ailleurs, à cette occasion, j'avais été distingué en recevant la médaille de bronze du mérite fédéral délivrée par la Fédération française de tennis de table. Vers la fin du mois de juin, à l'occasion du 10e anniversaire du jumelage entre les villes de Cestas et de Rheinheim, notre commune avait reçu le drapeau d'honneur de l'Europe. Nous l'avions installé en bonne place sur l'un des murs de la salle de réunion du conseil municipal de Cestas. Nouveau chapitre. L'année des grands voyages intercontinentaux en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. Vers la mi-juillet, nous étions partis pour les États-Unis avec mon épouse Edith et notre fils cadet Raphaël rendre visite à Richard, notre fils aîné. Il était en stage de mai à septembre pour finaliser son DEA, diplôme d'études approfondies, à la faculté de Rutgers University, située dans le New Brunswick à côté de New York. Nous avions réalisé un grand périple et passé 12 jours inoubliables. L'avion s'était posé le vendredi 16 juillet 1993 à 13h55, heure locale.
sur l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy. Après plus d'une heure de questions et de paperasse à remplir, en anglais bien sûr, que venez-vous faire aux États-Unis? Où et chez qui allez-vous? Combien de temps? Etc. etc. Nous avions récupéré nos bagages et étions sortis de l'aéroport et attendions tranquillement notre fils Richard, qui s'était déplacé avec les transports en commun pour venir à JFK. Nous devions rejoindre Brett, un copain de l'école NC de Richard, qui nous avait invités chez lui à Grand Island, du côté de Buffalo. Brett avait aussi un petit logement à Manhattan et nous avions pris un taxi pour nous y rendre. Nous voilà pris dans les bouchons, à New York, et nous avions discuté avec le chauffeur en espagnol. Il était originaire du Venezuela. Pendant le trajet, nous avions parlé bouffe avec le chauffeur et je lui avais raconté comment ma mère faisait la paella. Il avait noté la recette et voilà qu'il s'était arrêté, nous laissant 5 minutes seuls dans son taxi. Il était tellement content qu'il était descendu pour nous acheter un coup à boire. Enfin, nous étions arrivés à Manhattan et là, nous n'avions pas trouvé le copain Brett, ni la copine Rebecca. Richard avait une clé et nous avions posé les bagages et attendu sur place car ils avaient prévu de nous amener passer la soirée dans un pub que tous les trois connaissaient bien. Avec leur copine Rebecca, nous avions pris le métro pour aller dîner à ce fameux pub Jérémy. En cherchant ce fameux pub, nous avions perdu Raphaël. Enfin, après s'être retrouvés, il y avait eu changement de programme et nous avions pris la direction du port vers la ville chinoise, pour finalement aller dans la ville italienne et manger dans un restaurant italien. Après ce repas et quelques galères en métro, nous étions retournés chez Brett pour faire les lits improvisés et se coucher. Nous étions vraiment fatigués car cela faisait 23 heures que nous étions partis de France. Après une bonne nuit de repos, nous étions partis pour une journée de grande balade à pied dans New York. Comme nous étions sur place, nous avions commencé par la balade dans Manhattan. Nous étions montés au sommet de l'Empire State Building avec ses 86 étages. Nous avions fait du shopping. Je m'étais acheté des baskets en prévision de la marche. Nous avions descendu Broadway, puis remonté la 5e avenue. Nous avions fait une visite à la Trump Tower, le grand luxe, marbre, cuivre et dorure, et un hall intérieur impressionnant, fontaine, jardin, etc. Après une petite halte à Central Park, nous avions visité le soi-disant plus grand magasin de jouets du monde, le FAO Schwarz, situé dans la 5e avenue. Puis nous étions allés voir la Rockefeller Plaza, baptisée en français La Promenade, car il y avait de nombreuses boutiques françaises. Notre hébergement pour Edith et moi, chez Brett, étant provisoire, nous avions recherché un hôtel. Nous avions retenu le St. James, déjà vu dans des films de série noire, pas très cher, 65$. Mais cela ne valait vraiment pas plus. Mais en fait, il avait l'avantage de ne pas être très loin de chez Brett. Installés, puis douchés, nous étions repartis en balade à la recherche d'un restaurant. Nous avions décidé de retourner dans le Chinatown et de dîner chinois, au grand étonnement de mes enfants, car je n'avais émis aucune réserve. Après le repas, balade de nuit dans le quartier chinois très animé. Puis, nous étions revenus à l'hôtel en métro. Le lendemain, nous étions partis pour louer une voiture, afin de réaliser notre périple, et rejoindre la famille de Brett à Grand Island. Je n'avais pas amené mon permis de conduire. C'est donc Richard qui avait été obligé de faire le chauffeur de notre berline Chrysler rouge de type Saratoga. Nous avions passé encore près d'une heure à la frontière au contrôle de l'immigration, puis pris la direction du Québec. Et nous avions fait une halte dans un motel et dîné au Pizza Hut à Drummondville, environ 150 km de Québec. Le jour suivant, nous étions arrivés à Québec. Après une longue visite de la citadelle, des remparts et de la colline, nous avions trouvé un bon restaurant où la patronne très sympa m'avait offert un Ricard à l'apéro. Après déjeuner, nous étions allés visiter les chutes de Montmorency, puis ce fut le départ pour Montréal, en suivant le fleuve Saint-Laurent par la route 138. Nous avions fait une halte de nuit dans un motel situé à Trois-Rivières sur la rive nord du fleuve. Le lendemain, nous avions repris la direction de Montréal,
situé le long du fleuve le Saint-Laurent. En arrivant, nous avions cherché et trouvé un hôtel pas terrible. Nous sommes partis en balade vers le port, puis ensuite aller visiter la ville souterraine, underground, que nous n'avions pas trouvé exceptionnelle. Après un excellent repas pris au poulet doré, nous étions partis faire un tour dans la rue Sainte-Catherine, la plus importante rue commerciale de Montréal. Elle fait plus de 11 km de long. C'est là que nous avions vu une file d'attente de près de 100 mètres devant un cinéma où était projeté Jurassic Park, le film de Steven Spielberg. Après une bonne nuit de sommeil, nous étions partis vers le parc du Mont-Royal, puis l'oratoire de Saint-Joseph, où nous avions escaladé les 92 marches. Ensuite, nous étions allés sur le site du stade olympique que nous avions trouvé immense et beau architecturalement. Mais impossible de faire la visite. L'administration était fermée. On fit donc les photos depuis le bas des bâtiments. Après avoir déjeuné une poutine, plat préféré des Canadiens, boulettes de fromage plus frites, nous avions repris la route en direction de Toronto. Arrivé au pied de la tour CN, qui fait plus de 550 mètres de haut, il y avait devant les ascenseurs une queue de plus de 3 heures, selon les touristes présents. Nous avions renoncé, car nous étions attendus à Buffalo, et nous étions contentés de prendre des photos. Nous voilà donc repartis en direction de Buffalo, États-Unis, pour atteindre la maison des parents de Brett, située à Grand Island. Nous avions passé la frontière, avec encore des contrôles de l'immigration, sur le Niagara Falls Bridge, le pont des chutes Niagara. Nous venions de passer l'un des 2 ponts pour arriver sur l'île, où habitait la famille du copain de Richard. L'accueil fut très chaleureux, et l'un des enfants parlait parfaitement le français. Apéro à base de whisky et de fruits, suivi d'une soirée barbecue. Nous étions restés 2 nuits à dormir. Le jour suivant, il avait fallu se lever de bonne heure, car nous avions programmé la visite des chutes du Niagara. Arrivés sur place, nous étions côté américain. Nous avions dû passer une nouvelle fois la frontière, située sur le pont. Mais ce coup-ci, ce fut plus rapide. Nous avions pris le bateau baptisé Maid of the Mist, qui allait au milieu des chutes canadiennes qui sont en forme de fer à cheval. Nous ressemblions à des schtroumpfs avec nos cirés bleus, mais ils nous avaient bien protégés car au milieu, l'écume formée par les chutes était importante. Après déjeuner, nous avions retraversé la frontière pour retourner à Grand Island. Le père de Brett nous attendait car il avait prévu de nous emmener faire une sortie avec son bateau. Nous étions partis, Bob, le père, le fils Arnie et nous 4, vers la marina où était son voilier. Et nous étions sur la rivière Niagara. Heureusement, en aval des chutes. Tout le monde avait eu droit de piloter le bateau à tour de rôle. Joli baptême pour Edith et moi pour nos 26 ans de mariage. Entre parenthèses, noces de mousseline. La promenade avait duré près de 3 heures et Raphaël et Richard en avaient profité pour plonger du bateau et rejoindre la rive à la nage. Mais il avait dû batailler car le courant était quand même assez fort. Ensuite, nous étions rentrés à la maison de Grand Island. Nous avions dîné très tard, puis prolongé la soirée à discuter avec les parents, grâce à notre interprète Arnie, l'un des 3 garçons de la famille. Le lendemain, nous étions repartis en direction de New York, mais nous n'avions pas pris la route canadienne. Nous étions passés par le sud et traversé les territoires des Mohicans et des Iroquois. Nous avions fait une pause pique-nique au bord du lac Cayuga. Avant l'arrivée à New York, nous étions passés voir la chambre où était logé Richard à New Brunswick. Puis nous étions partis chercher un motel pour passer la nuit. Après avoir déposé les bagages, nous étions partis manger un morceau dans une trattoria avant d'aller nous coucher, entre parenthèses, dernière nuit aux États-Unis. Le jour suivant, après une grasse matinée, nous avions préparé les bagages, puis pris un petit déjeuner léger. Après avoir chargé la voiture, nous avions pris la direction du centre-ville et étions allés garer le véhicule dans un parking vers les 42e rue et 7e rue. Ensuite, nous avions entamé une grande balade à pied, malgré une température très élevée. Passage à Times Square, puis Central Park, avec une pause fraîcheur.
température presque caniculaire. À l'abri sous les arbres, nous avions regardé un match de softball, appelé balle molle par nos amis canadiens. En sortant du parc, nous avions croisé des joueurs de pétanque qui évoluaient sur un terrain très en pente, et cela nous avait bien fait rigoler. Nous avions dîné dans une pizzeria avant de retourner au parking récupérer la voiture. Richard nous avait conduits jusqu'à l'aéroport JFK, où nous avions encore attendu plus d'une heure dans l'avion avant le décollage pour la France. Après ce séjour exceptionnel, retour au travail à la SEP. Plutôt calme pour moi, toujours affecté au groupe technique de la nouveauté, des butées flexibles. D'ailleurs, à cette occasion, je m'étais replongé dans les calculs mathématiques du type lignes trigonométriques, etc., que nous avions appris lors de mes études au collège Gustave Eiffel du cours de la Marne à Bordeaux, et que je ne pensais jamais utiliser. Pour moi, qui adorais les mathématiques, cela avait été du pur bonheur. Au début du mois d'octobre, nous étions repartis pour un voyage organisé en Thaïlande, grâce au comité d'établissement de la SEP. Pour ce séjour de 15 jours, j'étais avec mon épouse Edith, bien sûr, et participait également Michel, mon collègue de la reproduction de la SEP, et son épouse Christiane, qui avait déjà été avec nous lors des périples en Sicile, en Grèce et sur la Côte d'Azur. Il y avait également dans notre groupe un collègue du contrôle qualité de la SEP qui habitait à Cestas, Guy Duquesroy, et son épouse, ainsi que notre collègue du CAPE, Samédar Anjal, pongiste de la SSP, présent avec son épouse, Franck Groux et d'autres. Autant que je me souvienne, le trajet en avion avait été très long, près de 20 heures. De Bordeaux à Francfort, puis de Francfort à Dubaï, pour une escale technique de nuit, où certains passagers en avaient profité pour acheter des bijoux en or dans l'espace duty free. Puis décollage à nouveau de Dubaï vers Bangkok. La découverte de ce pays fut un énorme dépaysement, surtout de la culture, mais également de la misère autour de la capitale Bangkok, encerclée par de très nombreux et gigantesques bidonvilles. Pourtant, on voyait bien que les gens travaillaient dur pour essayer de s'en sortir. Nous avions vu sur un chantier routier, en pleine nuit, éclairé par des projecteurs, les ouvriers et les ouvrières transportant des matériaux dans des sacs à dos d'hommes. C'est vrai que les Thaïs ne se plaignaient pas et étaient toujours prêts à nous rendre service. Au premier abord, Bangkok nous était apparu comme une ville très vivante et surtout très bruyante. La circulation était impressionnante et on se demandait comment ils arrivaient à se déplacer. Mais bon, ils étaient bien habitués. Lors des 2 journées passées dans la capitale, où nous avions circulé à pied ou dans des tuk-tuk, ils se faufilaient partout dans le flot de la circulation. Nous avions découvert la réalité de la vie quotidienne des Thaïs. Nous avions également visité le Grand Palais et ses nombreux monuments aux styles architecturaux très différents, dont le Wat Phra Kao, dans lequel se trouvait le Bouddha d'émeraude. Nous allions souvent nous promener dans les nombreux marchés et mon collègue Michel était toujours en train de négocier les prix. Un soir, nous étions plusieurs couples au départ d'une balade tranquille, en pousse-pousse tirés par des Thaïs à bicyclette. Et voilà que tout à coup, il s'était mis à faire la course dans une grande avenue. Nous avions été un peu affolés au départ. Mais cela s'était bien terminé par une grosse rigolade et quelques billets de bahts, entre parenthèses monnaie du pays, supplémentaires pour les coureurs cyclistes, car c'est des gars de notre groupe qui leur avaient lancé le défi. Le 3e jour, nous étions partis en bus pour aller à Ampawa, visiter le marché flottant. Dans des bateaux étaient cuisinés les plats et nous pouvions être servis en restant au bord des canaux. Mais il y avait également beaucoup de boutiques de vente de souvenirs, pièges à touristes. Nous avions fait une balade en pirogue pour voir les maisons thaï situées au bord de la rivière. Mais nous avions été très impressionnés, surtout par la vitesse à laquelle circulaient ces petits bateaux. Puis un matin, nous avions pris le train pour aller à Chiang Mai. Nous avions visité le temple très vieux datant du XIVe siècle et au village de Sangkampang, nous avions parcouru les centres artisanaux. C'est là qu'Edith avait fait peindre sur un de ses sacs de voyage une superbe gravure, une fleur et un papillon. Nous étions passés visiter des temples et vu la statue du Bouddha datant du XIIIe siècle. Nous avions également fait une visite dans des villes où les singes vivaient en liberté
Il y en avait sur tous les monuments et temples que l'on pouvait voir. Le soir, nous avions dîné et assisté à un spectacle de danse folklorique et tribale. Costumes et gestuels des mouvements étaient beaux et majestueux. Après une nuit en hôtel, nous étions partis le lendemain pour aller visiter la ferme des orchidées et ensuite aller voir les éléphants dans un camp de travail et faire une balade à dos de pachyderme. C'était un peu stressant car les chemins étaient boueux et nous avions toujours peur que l'animal fasse une glissade. Mais ils étaient bien habitués et tout s'était très bien passé. Ce n'était pas loin de Chiang Mai. Après un arrêt devant un geyser, puis dans une plantation d'ananas, nous avions poursuivi notre route vers Chiang Rai. Arrivés dans cette ville, nous avions embarqué encore une fois dans une grande pirogue à moteur qui nous avait amenés jusqu'au village des tribus montagnardes, le Triangle d'Or. C'est là que nous avions vu que la majorité des habitants du village détournaient leur regard du nôtre. Ils ne voulaient pas se laisser prendre en photo, à part quelques dames âgées qui voulaient bien moyennant finance. Par contre, les enfants venaient nous voir pour demander des cadeaux. Comme nous avions été prévenus avant de partir de France, avec Edith, nous avions fait une grande provision de crayons et stylos à billes. Cela avait bien ravi les enfants. Nous étions à environ 300 km de Bangkok et nous avions repris le train, entre parenthèses moins confortable que le précédent qui était climatisé, pour rentrer à la capitale. Nous avions eu 2 journées libres avant le retour vers la France et avec certains de nos collègues, nous étions partis en excursion à Pattaya, superbe station balnéaire au sud-est de Bangkok. Certains avaient fait de la bronzette et s'étaient baignés dans une eau d'un bleu transparent. D'autres, dont Edith et moi, avaient voulu connaître les séances du fameux massage thaïlandais, baptisé médical, très relaxant, en opposition à d'autres types de massages. Avant de prendre le chemin du retour, nous avions terminé la journée dans un restaurant situé au bord de l'eau et où les crustacés étaient servis à volonté. Le retour au bercail et la reprise des activités n'avaient pas traîné. Au niveau du tennis de table de Cestas, nous allions enchaîner les compétitions européennes. Tout d'abord, courant octobre, en Coupe d'Europe, après avoir évité une nouvelle fois le premier tour, le SAG Cestas avait reçu les Turcs du Teletas Istanbul, avec leur Chinois numéro 1, Jiang Chao. Ce dernier, qui n'avait pas très bien apprécié la cuisine française, n'avait pas inquiété les pongistes cestadais qui s'étaient imposés sur un score sans appel de 4-1. Le SAG Cestas venait ainsi de décrocher son premier succès en Coupe d'Europe dans sa salle de Bouzé. Puis, en novembre, lors du 3e tour, entre parenthèses 16e de finale, malgré le long déplacement depuis Bordeaux jusqu'à Linz en Autriche, en passant par Paris et Vienne, et malgré le numéro 1 slovène Stefan Kovac, classé mondial, le SAG Cestas s'était imposé en Autriche de belle manière par 4-2. La suite, ce fut l'exploit. C'était le 17 décembre 1993, et devant de nombreux supporters, le SAG Cestas avait battu les favoris allemands de Steinhagen par 4-2, et cela malgré la présence du Suédois Peter Karlsson, classé numéro 7 mondial. C'était la 2e fois depuis le début des compétitions européennes que les pongistes cestadais s'imposaient dans leur salle de Bouzé. Grâce au soutien du public et à ses joueurs, Nicolas Châtelain, Christophe Legout, Laurent Bouda, Dexter Saint-Louis et Sébastien Jauvert comme remplaçants, le SAG Cestas s'était retrouvé pour la première fois de son histoire en quart de finale de la Coupe d'Europe de tennis de table. Cette Coupe d'Europe de tennis de table, l'aventure n'était pas encore terminée, car la rencontre de quart de finale devait se dérouler en Belgique, face au club de Manage, près de Charleroi en Wallonie. Soutenu par de nombreux supporters, un bus complet, il y avait même un jeune journaliste qui avait fait le déplacement avec nous, Sébastien Marot, aujourd'hui chef de projet nouveau système éditorial chez Sud-Ouest, plus la voiture du premier adjoint au maire de Cestas et plusieurs sponsors qui avaient également fait le voyage. Le 11 février 1994,
les Cestadés avaient suivi la loi des Belges Frédéric Sonnet et du Chinois Chuan Zhenglong, tous deux joueurs de Montpellier et Levallois, bien connus en France, et s'étaient inclinés sur le score de 4-1. De retour à Cestas, nous avions organisé, avec quelques amis, une fête de remariage entre Claude et Nicole Terme. C'était le week-end du 19 février, et cela fut l'occasion de passer un bon séjour du côté de Saint-Antoine-de-Breuil en Dordogne et de bien s'amuser. Nous étions habillés dans le style de la belle époque. Tout avait été prévu. Le curé, André, le maire, c'était moi, les témoins, Édith et Didier, et même un enfant caché révélé lors de cette fameuse cérémonie fantasque. Au début du printemps 1994, la CAO, conception assistée par ordinateur, allait révolutionner mon métier de dessinateur que je pratiquais sur une planche à dessin depuis 1960. Cela n'avait pas été pour me déplaire et ne me faisait pas peur. D'ailleurs, j'avais été volontaire et effectué plusieurs stages en région parisienne dans des entreprises qui utilisaient déjà cette CAO. De plus, le travail sur ordinateur était plus propre que la planche à dessin sur laquelle nous étions constamment appuyés et où il y avait toujours des risques de taches et de salissures. Vers la mi-avril avait été organisé sur le complexe sportif de Bouzé les championnats de France de tennis de table des sourds. Nous avions mis un peu la main à la pâte pour aider cette organisation extérieure à nos activités fédérales. Ce fut une belle réussite. Et à la demande des organisateurs, les Cestadés, Laurent Picot, jeune junior classé 2e série 20, et Edith Penaroya, senior dame classée 3e série 35, avaient effectué une démonstration face aux champions titrés à Cestas. Pour la petite histoire, Laurent avait cédé face à Brandon du CCSM de Paris, et Edith avait battu la championne, Madame Couderc, de l'Étoile de Paris. Nouveau chapitre. La France, championne d'Europe de tennis de table, avec 2 Cestadés dans l'équipe. Du 25 avril au 4 mai 1994, nos 2 leaders Cestadés, Nicolas Châtelain et Christophe Legout, avaient été retenus en équipe de France pour disputer les championnats d'Europe de tennis de table organisés à Birmingham en Angleterre. Notre équipe nationale était dirigée par Christian Martin. Après un joli parcours, les tricolores avaient atteint la finale où ils devaient défier les invincibles Suédois du champion olympique Jean-Ove Wallner. Au final, ce fut une très agréable surprise. Grâce aux Français Jean-Philippe Gatien, Nicolas Châtelain, Patrick Chila, Damien Éloi et bien sûr Christophe Legout. Chris avait donné le dernier point pour la France, alors que les 2 équipes étaient à égalité 3 partout. Il avait remporté son match face à Erik Lint sur le score de 21-16 lors de la 3e manche décisive, consacrant ainsi le titre européen de l'équipe de France. 7 en juillet 1994, que notre jeune tricolore Christophe Legout, devenu numéro 6 français, avait quitté le SAG Cestas. Il était allé rejoindre la prestigieuse équipe de Levallois du leader national Jean-Philippe Gatien. Dans le même temps, le SAG Cestas avait recruté les jeunes Armand Fung, 18 ans, en provenance de Toulouse, et Thierry Tran, 19 ans, double champion de France chez les juniors. Le 4e joueur de l'équipe était Laurent Bouda et le suppléant Sébastien Jauvert, 2 joueurs locaux. Sous l'impulsion du comité de Gironde de tennis de table et avec le soutien du conseil général de la Gironde, nous avions organisé à Bouzé les 24 heures de tennis de table. Le but de cette animation était de faire évoluer les joueurs ou les personnes qui le voulaient pendant 24 heures sans interruption. Nous avions mis en place de nombreux tournois avec des challenges différents et avec des dotations exceptionnelles récupérées auprès de nos différents partenaires. Bien entendu, nous avions créé le tournoi des personnalités et des partenaires. L'un des challenges avait été de mettre en place 24 tournois en 24 heures. Nous avions également mis en place une buvette permanente où nous fournissions à boire et à manger.
Il y avait la traditionnelle soupe à l'oignon confectionnée et offerte sur le coup de minuit. Il y avait également le petit déjeuner préparé et mis en place grâce aux nombreux bénévoles de la section. Autant que je me souvienne, cette manifestation avait été organisée par Cestas pendant une dizaine d'années. Fin de la 8e partie.